Mes parents paresseux ont découvert mon salaire. Au lieu de me féliciter, ils sont venus exiger 70% des revenus de ma promotion. Je leur ai donné une enveloppe scellée et ce qu'il y avait à l'intérieur les a fait taire. Laissez-moi vous dire quelque chose sur ma famille. Ou plutôt, laissez-moi vous parler des personnes qui partagent mon code génétique. Mon nom est Morgan. J'ai 35 ans et je travaille comme analyste financière dans le centre-ville de Pittsburgh. Au cours de la dernière décennie, je me suis construit une vie qui m'appartient entièrement. C'est une vie tranquille, une vie structurée, surtout, une vie paisible. Mon appartement est mon sanctuaire. Je l'ai meublé lentement au fil des ans avec des choses qui m'apportent de la joie. Un canapé d'occasion de style moderne du milieu du siècle, un tourne-disque classique dans le coin, et des étagères remplies de vrais livres, pas seulement des pièces décoratives. J'aime l'ordre. J'aime savoir que lorsque je ferme ma porte d'entrée, le chaos du monde reste à l'extérieur. C'était un vendredi soir de la fin novembre. Le genre de soirée où le froid dans l'air vous fait apprécier encore plus la chaleur de votre propre maison. J'avais toutes les raisons de célébrer. Plus tôt cet après-midi-là, après des mois de nuits tardives épuisantes, de feuilles de calcul interminables et de navigation dans la politique d'entreprise, mon directeur m'avait appelé dans son bureau. Il m'a tendu un dossier contenant ma promotion officielle au poste d'analyste principal. Avec ce nouveau titre venait une augmentation de salaire significative et une énorme prime de fin d'année. C'était l'aboutissement de 10 années de travail acharné et implacable. Je me souviens être sorti de son bureau avec le sentiment que je pouvais enfin expirer. J'avais réussi. Je suis rentré chez moi, je me suis changé pour mettre mon pantalon de survêtement le plus confortable, et je me suis servi un généreux verre de vin rouge. J'ai placé un disque de jazz doux sur la platine. L'aiguille est descendue, la musique s'est élevée, pendant environ 20 minutes, tout était parfait. J'étais debout dans ma cuisine, regardant par la fenêtre les lumières de la ville se refléter sur la rivière, laissant simplement le sentiment d'accomplissement m'envahir. Puis la sonnette a retenti. 3 coups brefs et secs ont suivi immédiatement après. Ce n'était pas un coup amical à la porte. C'était le genre de son lourd et exigeant qui déchire le silence d'une pièce et vous fait un nœud à l'estomac. Je n'attendais aucun colis. Je n'avais pas commandé de nourriture et je n'attendais certainement pas de visiteurs. Mes amis envoient toujours un message textuel avant de se présenter. Je me suis dirigé vers la porte et j'ai regardé par le Judas. Mon cœur a immédiatement commencé à battre à tout rompre contre mes côtes. Debout dans le couloir faiblement éclairé se trouvaient mes parents, Cynthia et Douglas. Je ne leur avais pas parlé depuis plus de 4 mois. Nous avions ce que l'on pourrait appeler une relation distante, ce qui était entièrement de mon fait. Ils ne visitaient jamais mon appartement. Ils détestaient la ville, affirmant qu'elle était trop bruyante et qu'il était trop difficile de s'y garer. En fait, au cours des 5 années où j'avais vécu dans cet immeuble précis, ils n'en avaient jamais franchi le seuil. Ils ne me contactaient que lorsqu'ils avaient besoin d'une faveur, ce qui était presque toujours une demande d'argent à peine voilée. Les voir debout là, à l'improviste, le jour exact où j'ai obtenu ma promotion, m'a fait l'effet d'un seau d'eau froide versé sur ma tête. La fierté et la joie que j'avais ressenties se sont évaporées instantanément, remplacées par une anxiété familière et étouffante. J'ai pris une profonde inspiration, je me suis préparé et j'ai déverrouillé le pen dormant. J'ai ouvert la porte, sachant déjà que toute la paix que j'avais prévue pour la soirée avait complètement disparu. Morgan. Cynthia a pratiquement aboyé mon nom avant même que la porte ne soit complètement ouverte. Elle ne m'a pas serré dans ses bras. Elle n'a même pas souri. Elle m'a juste bousculé pour entrer dans l'entrée, apportant avec elle le parfum écrasant de son parfum floral bon marché. Douglas la suivait juste derrière, ses yeux parcourant immédiatement mon salon, faisant l'inventaire de mes biens comme un expert en assurance. Nous avons appris la nouvelle, a déclaré mon père, en fourrant ses mains dans les poches de sa veste. Ta tante a vu une mise à jour sur la page LinkedIn de ton entreprise. Analyste principal. Cela semble chic. Il n'y avait aucune chaleur dans sa voix. Aucun nous sommes fiers de toi. Juste une froide reconnaissance d'un fait. J'ai fermé la porte lentement, sentant le piège se refermer sur moi. Je leur ai demandé ce qu'ils faisaient ici, à des kilomètres de leur zone de confort de banlieue un vendredi soir. Cynthia a marché directement vers l'îlot de ma cuisine et a laissé tomber son sac à main sur la surface en marbre propre. Nous sommes venus célébrer, évidemment, a-t-elle dit, bien que son ton suggère une négociation commerciale, et parler de l'avenir.
Avant même que je puisse leur offrir un verre d'eau, Douglas a sorti un morceau de papier plié de la poche intérieure de sa veste. Il l'a lissé et l'a posé sur le comptoir à côté de mon verre de vin. C'était une feuille de calcul imprimée, un budget. Nous avons fait quelques calculs, a commencé Douglas, se penchant sur le papier. Avec ton nouveau salaire, tu vas être dans une tranche d'imposition beaucoup plus élevée. De plus, tu as tout ce revenu disponible maintenant. Ta mère et moi vieillissons. La maison a besoin d'un nouveau toit. Les factures médicales s'accumulaient, franchement, notre fonds de retraite n'est pas ce qu'il devrait être. J'ai regardé le morceau de papier. Les colonnes étaient méticuleusement étiquetées. Ils avaient calculé mon nouveau salaire net estimé avec une précision effrayante. Donc, est intervenue Cynthia en croisant les bras. Nous pensons qu'il n'est que juste que tu nous transfères l'intégralité de ta prime de promotion pour couvrir les réparations immédiates de la maison. Et pour l'avenir, nous avons mis en place un numéro de compte bancaire. Nous attendons un transfert mensuel automatique de 70% de la différence entre ton ancien salaire et le nouveau. C'est le moins que tu puisses faire. 70%. Et l'intégralité de ma prime. J'ai littéralement perdu le souffle pendant une seconde. Vous plaisantez, ai-je chuchoté. Nous t'avons élevé, Morgane, a cinglé Cynthia, sa voix s'élevant jusqu'à ce ton strident que j'avais redouté toute mon enfance. Nous t'avons nourri. Nous t'avons habillé. Nous avons investi en toi quand tu n'étais rien. Tu nous dois pour chaque sacrifice que nous avons fait. Ce n'est pas demander la charité. C'est notre retour sur investissement. Retour sur investissement. L'expression m'a frappé physiquement. En une fraction de seconde, mon esprit m'a violemment ramené 19 ans en arrière. J'avais de nouveau 16 ans. Je travaillais 30 heures par semaine dans un restaurant graisseux près de l'autoroute, sentant les frites rassis et l'eau de javel industriel. Je faisais ces heures non pas pour une voiture, non pas pour des économies d'études, mais pour rembourser une carte de crédit. Une carte de crédit que Cynthia avait secrètement ouverte à mon nom et qu'elle avait plafonnée en achetant des sacs à main de créateurs et des journées au spa. J'avais passé toute mon année de première au lycée à frotter des tables pour sauver ma propre cote de crédit ruinée avant même d'être légalement une adulte. Ils n'avaient pas investi en moi. Ils m'avaient utilisé comme bouclier financier. Et maintenant, ils étaient là, chez moi, essayant de réclamer les fruits d'une décennie de mon propre sang, de ma sueur et de mes larmes. L'audace pure était paralysante. Pendant un long moment, le seul son dans l'appartement était le doux jazz jouant depuis le salon. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. La fille de 16 ans qui avait l'habitude de mendier leur approbation était morte. La femme debout dans la cuisine était une analyste financière de 35 ans qui gérait des millions de dollars sur des comptes d'entreprise chaque jour. Je fonctionnais sur la base de données, de contrats et d'une réalité froide et dure. J'ai regardé le visage suffisant de Douglas, puis le regard plein d'attente de Cynthia. La rage en moi brûlait si fort qu'elle en devenait presque froide. Je n'ai pas dit un mot. Je leur ai tourné le dos et je suis sorti de la cuisine, traversant le court couloir pour entrer dans mon bureau à domicile. J'ai ouvert la porte du placard, je me suis agenouillé et j'ai tapé le code de mon coffre-fort ignifuge. La lourde porte en métal s'est ouverte avec un clic. À l'intérieur, glissé sous mon passeport et mon acte de naissance, se trouvait une épaisse enveloppe en papier craft brun. Le rabat était scellé par un cachet de cire rouge foncé, intact depuis des années. Je l'ai attrapé, j'ai fermé le coffre-fort et je suis retourné dans la cuisine. Mes parents chuchotaient entre eux, pensant clairement que mon silence signifiait ma soumission. Ils pensaient que j'étais allé chercher un chéquier. Je me suis arrêté à l'îlot de la cuisine, juste en face d'eux. Je ne leur ai pas tendu l'enveloppe. Je l'ai laissée tomber sur le comptoir en marbre. Elle a atterri avec un bruit sourd et lourd, définitif, pile sur leur budget imprimé. Qu'est-ce que c'est ? A demandé Cynthia, en fronçant les sourcils devant le seau de cire. Ceci, ai-je dit, d'une voix dangereusement calme. Est la seule chose que vous obtiendrez jamais de moi. Douglas a tendu la main pour la prendre, mais j'ai placé ma main à plat sur l'enveloppe, l'arrêtant. Je l'ai regardé droit dans les yeux. La couleur s'est drainée du visage de Cynthia. Le masque du droit a glissé, révélant un choc pur. Il s'était attendu à des larmes, peut-être à une dispute, ou peut-être à une négociation à la baisse jusqu'à 50%. Il n'avait jamais, de toute ma vie, rencontré un mur de refus absolu de ma part. Petite morveuse ingrate,
a sifflé Cynthia, la voix tremblante d'une fureur soudaine. Après tout ce que nous avons fait. Sortez, ai-je interrompu, élevant la voix juste assez pour la couper complètement, avant que j'appelle la sécurité du bâtiment et que je vous fasse expulser pour intrusion. Douglas m'a regardé, puis a baissé les yeux vers l'enveloppe, réalisant que la dynamique avait irrévocablement changé. Il a arraché l'enveloppe brune du comptoir, a attrapé Cynthia par le bras et l'a tirée vers la porte. Elle crachait encore des insultes, me traitant d'égoïste, me traitant de monstre, mais je m'en fichais. Je les ai suivis jusqu'à l'entrée. À la seconde où ils ont franchi le seuil pour se retrouver dans le couloir, j'ai claqué la lourde porte. J'ai immédiatement verrouillé le pen dormant et engagé la chaîne de sécurité. Je suis resté là, dans l'entrée, le front pressé contre le bois frais de la porte, écoutant leurs pas en colère s'évanouir dans le couloir moquetté. Ce n'est qu'à ce moment-là, quand j'ai été absolument sûr qu'ils étaient partis, que mes hanches ont commencé à trembler. Un violent tremblement a parcouru tout mon corps. J'ai glissé le long de la porte jusqu'à m'asseoir sur le sol, ramenant mes genoux contre ma poitrine. J'avais enfin tracé la ligne. La guerre avait officiellement commencé. Je me suis réveillé le lendemain matin en ayant l'impression d'avoir été percuté par un camion. La chute d'adrénaline de la veille m'avait laissé épuisé. C'était samedi, un jour que je passais habituellement à boire du café de première qualité et à lire le journal dans un silence absolu. Je me suis retourné, j'ai attrapé mon téléphone sur la table de nuit et j'ai tapé sur l'écran pour vérifier l'heure. L'écran s'est allumé et mon estomac s'est instantanément transformé en glace. J'avais plus de 80 notifications non lues. Mon téléphone vibrait continuellement dans ma main. Un bourdonnement constant et malveillant. Des messages textuels, des appels manqués, des identifications sur Facebook, des messages directs sur Instagram. C'était une avalanche numérique. J'ai déverrouillé le téléphone et j'ai ouvert la première notification Facebook. Elle provenait d'un groupe communautaire local de Pittsburgh qui comptait des milliers de membres. Cynthia avait publié un essai. C'était une histoire larmoyante, méticuleusement élaborée, de plusieurs paragraphes. Elle avait téléchargé une photo d'elle-même l'air pâle et épuisée, assise sur son canapé usé. La publication se lisait comme un roman tragique. Elle parlait de la façon dont elle et mon père avaient sacrifié leur jeunesse, leurs finances et leur santé pour me payer des études. Elle peignait le tableau de deux parents âgés et malades luttant pour garder la lumière allumée et payer des médicaments vitaux. Et puis venait l'accroche. Elle racontait comment sa fille, la riche et prospère cadre financière, leur avait littéralement claqué la porte au nez lorsqu'ils avaient humblement demandé un tout petit peu d'aide. Elle me qualifiait de sans cœur. Elle utilisait des mots comme abandon et maltraitance envers les personnes âgées. C'était une leçon magistrale de manipulation, et Internet a tout gobé. Il y avait des centaines de commentaires. Des gens à qui je n'avais pas parlé depuis le collège donnaient leur avis. Des voisins que je connaissais à peine me traitaient de honte. Mais le pire, c'était les singes volants. C'est ainsi que les thérapeutes appellent les facilitateurs qui font le sale boulot d'une personne narcissique. Ma tante Brenda a envoyé un message textuel, « Comment peux-tu dormir la nuit en sachant que ta mère pleure ? Tu es un monstre. » Mon cousin Tyler a envoyé un message, « Profite de ton nouvel argent chic. J'espère qu'il te tiendra chaud quand tu n'auras plus de famille. » Message après message affluait, me déchirant sur la base d'une fabrication complète. Ma poitrine s'est tellement serrée que je pouvais à peine respirer. Je me sentais piégé dans un cauchemar où tout le monde me criait dessus et où je n'avais pas de voix. Mon premier instinct a été de répondre, de me défendre, de crier depuis les toits numériques à propos de la carte de crédit volée, des emplois au restaurant, de la cupidité pure de ce qu'ils exigeaient réellement. Mais ensuite je me suis arrêté. J'ai regardé les bulles de notifications rouges et en colère se multiplier à la seconde. Si je m'engageais, je leur donnais exactement ce qu'ils voulaient. Du drame, de l'attention et un combat de boue public où Cynthia jouerait toujours la victime ultime. J'ai pris une profonde inspiration. Je suis allé dans mes paramètres. J'ai systématiquement bloqué ma tante, mon cousin et tout autre parent qui avait envoyé un message toxique. Je n'ai pas lu le reste des commentaires. J'ai maintenu enfoncé le bouton d'alimentation sur le côté de mon téléphone et j'ai glissé pour l'éteindre. L'écran est devenu noir. Le bourdonnement s'est arrêté. Le silence a envahi ma chambre. J'ai décidé à ce moment-là que ma paix était plus importante que leur fiction. J'ai passé le reste du week-end entièrement hors ligne. J'ai lu des livres.
J'ai nettoyé mon appartement 2 fois et je me suis préparé mentalement pour la semaine à venir. Le lundi matin, je m'étais convaincu que la tempête numérique était contenue au week-end et au groupe Facebook de banlieue. J'ai mis mon blazer bleu marine le plus élégant, j'ai attaché mes cheveux en un chignon soigné et je me suis dirigé vers le bureau de l'entreprise au centre-ville. Je suis sorti de l'ascenseur au 20e étage, prêt à commencer ma première semaine officielle en tant qu'analyste principal. Mais dès que j'ai posé le pied sur le plateau de bureaux ouverts, j'ai su que quelque chose n'allait pas du tout. Le bourdonnement matinal habituel des claviers et les bavardages autour de la machine à café se sont arrêtés. Alors que je marchais dans l'allée principale, plusieurs collègues ont soudainement baissé les yeux vers leur bureau ou ont chuchoté entre eux derrière les écrans. L'air semblait incroyablement lourd. J'ai tourné le coin vers mon bureau désigné et je me suis figé. Assis en plein milieu de mon bureau se trouvait un énorme arrangement floral odieux. Ce n'était pas un bouquet de célébration. C'était une composition de mauvais goût, de style funéraire, faite de lys blanc bon marché et de roses rouges foncées, occupant la moitié de mon espace de travail. Épinglée sur le devant se trouvait une grande carte manuscrite. L'écriture était indéniablement celle de Cynthia. La carte était écrite au marqueur noir épais, assez grande pour que quiconque passant par là puisse la lire facilement. Profite de ton nouveau bureau. N'oublie pas la famille affamée que tu as laissée derrière toi pour arriver ici. Mon visage brûlait. L'humiliation était si absolue qu'elle avait le goût du cuivre dans ma bouche. Elle avait trouvé un moyen d'envahir mon sanctuaire professionnel. Elle essayait de détruire ma réputation là où cela comptait le plus. Avant même que je puisse assimiler quoi faire avec cette monstruosité, le téléphone de mon bureau a clignoté. C'était la directrice des ressources humaines. Elle m'a demandé de passer dans son bureau immédiatement. J'ai attrapé la carte, je l'ai fourrée dans la poche de mon blazer et j'ai fait la longue et angoissante marche jusqu'à la suite des ressources humaines. Chaque pas me donnait l'impression de marcher dans des sables mouvants. La directrice des ressources humaines, une femme sévère nommée Sarah, m'a fait signe de m'asseoir. Elle n'avait pas l'air en colère, juste profondément préoccupée. Morgane, a-t-elle commencé prudemment, en croisant les mains sur son bureau. Nous vous estimons beaucoup ici. Votre promotion était bien méritée. Cependant, nous avons reçu quelques appels téléphoniques perturbateurs ce matin à la réception. Une femme âgée prétendant être votre mère, criant à la négligence financière, et ensuite, cette livraison. J'ai fermé les yeux pendant une fraction de seconde, luttant contre l'envie de m'enfoncer dans le sol. J'ai besoin de savoir, a poursuivi Sarah, son ton d'entreprise parfaitement neutre. Y a-t-il une situation à la maison qui pourrait déborder sur l'image publique de l'entreprise? Nous traitons avec des clients fortunés. Nous ne pouvons pas avoir de scène dans le hall ou de harcèlement dirigé vers nos lignes téléphoniques. C'était le test ultime. Cynthia voulait que je m'effondre. Elle voulait que j'aie l'air instable. Elle voulait que je perde mon emploi pour que je sois obligé de ramper vers eux. Je me suis assise parfaitement droite. J'ai lissé mon blazer, j'ai croisé le regard de Sarah et j'ai repoussé chaque once d'émotion dans une minuscule boîte dans mon esprit. Je m'excuse pour la perturbation, ai-je dit, ma voix stable et professionnelle. Je gère actuellement une situation familiale conflictuelle impliquant des individus qui tentent d'extorquer mon augmentation de salaire récente. C'est totalement infondé. J'ai déjà engagé un conseiller juridique pour émettre une mise en demeure. Les appels ne se reproduiront pas et je vous assure que mes limites personnelles sont absolues. Tout est sous contrôle. Sarah m'a étudié pendant un long moment. Elle a vu le faire dans ma posture. Très bien, Morgane, occupez-vous-en. Nous donnerons instruction à la réception de bloquer le numéro. Je suis retourné à mon bureau, j'ai ramassé l'arrangement floral géant et je l'ai porté directement à la poubelle de la salle de pause. Je l'ai poussé à l'intérieur, écrasant les lys bon marché. Je n'allais pas la laisser gagner. Le mardi soir, je pensais que le pire des embuscades était passé. J'étais assise à l'îlot de ma cuisine, mangeant une salade et examinant des rapports de marché sur mon ordinateur portable. Mon téléphone personnel, que j'avais prudemment rallumé, a vibré. C'était une notification de messagerie vocale provenant d'un numéro inconnu. Contre mon meilleur jugement, j'ai appuyé sur lecture. La voix de Douglas a rempli la pièce, semblant paniqué et essoufflé. Morgane, c'est ton père. Écoute, c'est ta mère. Elle s'est effondrée dans la cuisine. Elle était tellement stressée par tout ça, son cœur a tout simplement lâché.
L'ambulance vient de l'emmener à l'hôpital Merci au centre-ville. Tu dois venir ici tout de suite. Elle n'arrête pas de te demander. S'il te plaît, viens. Le message s'est coupé. Pendant 5 secondes terrifiantes, l'instinct humain a pris le dessus. Ma mère s'était effondrée. Une crise cardiaque. La culpabilité qu'il m'avait programmée pendant des années a flambé violemment. Je me suis réellement levé et j'ai attrapé mes clés de voiture. Mais alors que j'atteignais la poignée de la porte, le côté analytique de mon cerveau, le côté qui me rend bonne dans mon travail, est intervenu. Le timing était trop parfait. Le désespoir semblait presque répété. Je me suis souvenu des fleurs géantes, de la publication Facebook, de l'exigence des 70%. J'ai posé mes clés. J'ai cherché le numéro principal de l'hôpital Merci sur mon ordinateur portable. J'ai appelé le bureau des admissions. Bonjour, je vérifie si une patiente vient d'être admise par les urgences. Cynthia Hastings. J'ai attendu pendant que l'employé tapait. Je suis désolé, madame, a dit l'employé joyeusement. Nous n'avons personne de ce nom enregistré dans tout le système hospitalier aujourd'hui. J'ai raccroché. Une froide vague de dégoût m'a envahi. C'était un piège. Ils essayaient de m'attirer dans un lieu public, ou peut-être simplement d'évaluer à quel point ils pouvaient facilement tirer mes ficelles en utilisant une fausse urgence médicale. Je n'ai pas rappelé Douglas. Au lieu de cela, j'ai appelé la ligne non urgente du département de police locale de leur ville de banlieue. J'ai demandé un contrôle formel de bien-être à leur adresse, déclarant que j'avais reçu un appel médical inquiétant, mais que je ne pouvais pas vérifier leur emplacement. 1 heure plus tard, le répartiteur de la police m'a rappelé. Madame, les agents ont vérifié la résidence. Les 2 individus vont bien. Ils étaient assis dans le salon en train de regarder la télévision. Ils semblaient confus quant à la raison de notre présence. J'ai remercié le répartiteur et j'ai raccroché. Le niveau de sociopathie requis pour simuler une crise cardiaque juste pour forcer le contact était terrifiant. Juste au moment où j'assimilais cette nouvelle bassesse, mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, l'identification de l'appelant a montré un nom familier. Grand-mère Béatrice, la mère de Douglas. Elle vivait dans une petite maison à Greensburg, à environ 45 minutes de là. Béatrice était une femme dure et à l'esprit vif qui n'avait jamais complètement adhéré au drame de Cynthia. J'ai répondu avec hésitation. Bonjour, grand-mère. Morgane, ma chérie. Sa voix était frêle, mais incroyablement claire. J'ai entendu parler du coup de l'hôpital. Ton père m'a appelé pour se plaindre que la police a débarqué et les a embarrassés devant les voisins. Je devais vérifier, grand-mère, ai-je dit, l'épuisement perçant dans ma voix. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Tu as fait exactement ce qu'il fallait, a dit Béatrice fermement. N'entre pas dans leur jeu. Ton père fait des coups de ce genre depuis qu'il est adolescent pour essayer d'échapper aux corvées. Ils veulent une réaction. Le silence est une forteresse, Morgane. Laisse-les s'épuiser à frapper les murs. Toi, reste à l'intérieur et garde les portes verrouillées. L'entendre dire cela, validant ma réalité, m'a fait l'effet de reprendre mon souffle après avoir failli me noyer. Je n'étais pas folle. Je n'étais pas le monstre. Merci, grand-mère, ai-je chuchoté. Reste forte, ma grande, a-t-elle répondu avant de raccrocher. J'ai fermé mon ordinateur portable. Je savais qu'ils épuisaient leur ruse. Mais les gens comme Cynthia et Douglas n'abandonnent pas si facilement. Quand la manipulation émotionnelle échoue, ils se tournent vers la guerre formelle. Je n'avais simplement pas réalisé jusqu'où ils étaient prêts à aller. Merci d'avoir suivi l'histoire jusqu'ici. Si vous avez trouvé cette histoire intéressante et avez compati avec Morgane, veuillez aimer la vidéo, vous abonner à la chaîne et laisser un commentaire avec le nom de la ville où vous vivez. Chaque commentaire aide la vidéo à atteindre plus de spectateurs. Merci beaucoup. Pendant 2 semaines entières après le faux incident de l'hôpital, il y a eu un silence étrange et troublant. Aucun appel téléphonique, aucun message textuel passif-agressif de la famille élargie, aucune visite surprise. Mon appartement était de nouveau calme. Au travail, les commérages sur l'énorme arrangement floral s'étaient enfin calmés, remplacés par les habituelles discussions d'entreprise sur les projections de fin de trimestre. Je me suis jeté à corps perdu dans mon nouveau rôle d'analyste principal, travaillant des journées de 10 heures et appréciant chaque minute de modélisation financière complexe.
J'ai commencé à croire que ma grand-mère avait raison. J'avais construit une forteresse de silence, et mes parents s'étaient enfin lassés de jeter des pierres sur les murs. J'avais tort. Ils n'abandonnaient pas. Ils changeaient simplement de stratégie. C'est arrivé un mardi soir pluvieux. Je travaillais à domicile, enveloppé dans un gros pull, en train de taper un rapport de synthèse quand quelqu'un a frappé à ma porte. Ce n'étaient pas les coups lourds et agressifs que mes parents utilisaient. C'était un coup standard et poli. J'ai vérifié le Judas et j'ai vu un employé des postes debout dans le couloir, tenant un presse-papier humide. J'ai ouvert la porte et il m'a tendu une épaisse enveloppe blanche et rigide. Courrier recommandé pour Morgan Hastings. J'ai besoin d'une signature, a-t-il dit en me tendant un stylet en plastique. J'ai signé sur le pavé électronique, je l'ai remercié et j'ai pris l'enveloppe. Elle semblait inhabituellement lourde. J'ai regardé l'adresse de l'expéditeur imprimée à l'encre noire et austère dans le coin supérieur gauche. On pouvait y lire cours des plaids communs du comté de Dauphin. Un froid sentiment d'effroi m'a envahi. Je me suis dirigé vers l'îlot de ma cuisine, j'ai attrapé un couteau d'office et j'ai tranché le haut de l'enveloppe pour l'ouvrir. J'ai sorti une épaisse pile de papiers agrafés. La première page était une assignation formelle. Les lettres en gras en haut m'ont coupé le souffle. C'était une requête pour un soutien financier parental. J'ai lu le jargon juridique, mes yeux parcourant les paragraphes de texte dense. Cynthia et Douglas me poursuivaient officiellement en justice. Ils invoquaient une loi archaïque et rarement utilisée sur la responsabilité filiale dans l'État de Pennsylvanie. La requête affirmait qu'ils étaient légalement indigents, c'est-à-dire complètement appauvris et incapables de subvenir à leurs propres besoins fondamentaux. Elle déclarait qu'en tant qu'enfants adultes financièrement capables, j'étais légalement tenu de leur fournir une allocation mensuelle pour couvrir leur hypothèque, leurs frais médicaux et leurs coûts de la vie quotidienne. Ils avaient formellement demandé au tribunal de saisir mon salaire. J'ai posé les papiers sur le comptoir en marbre. Mes mains ne tremblaient pas cette fois. Je n'ai pas ressenti l'envie de pleurer, et je n'ai pas ressenti l'anxiété paralysante qui accompagnait habituellement leur manipulation. Au lieu de cela, alors que je regardais le sceau officiel du tribunal, une profonde clarté glaciale s'est installée en moi. Ce n'était plus un conflit familial désordonné. C'était une tentative d'extorsion légale calculée. Ils essayaient d'utiliser le système judiciaire pour extraire de force les 70% qu'ils avaient exigés dans ma cuisine. Ils pensaient que je serais tellement terrifié par un procès public, tellement effrayé de perdre mon emploi en entreprise à cause du scandale que je me contenterais de régler cela discrètement et de les payer pour que tout disparaisse. Ils avaient fait une erreur de calcul massive. Ils avaient oublié ce que je fais dans la vie. Je suis analyste financière. Je passe 50 heures par semaine à décortiquer des dépenses d'entreprises frauduleuses, à retracer des actifs cachés et à détruire de mauvais arguments financiers avec des données concrètes. Ils voulaient faire de cela un jeu de chiffres. Très bien, j'étais prêt à jouer. Le lendemain matin même, j'ai pris une demi-journée de congé et j'ai traversé la ville en voiture jusqu'à un élégant immeuble de bureaux aux façades de verre. J'étais là pour voir Carmen. Nous étions allés à l'université ensemble. J'étais plongé dans l'économie et elle était la vedette du programme de préparation aux études de droit. Aujourd'hui, elle était associée dans un cabinet d'avocats spécialisé dans les litiges civils, connu dans toute la ville pour être absolument impitoyable dans la salle d'audience. J'étais assise dans son bureau à siroter une tasse de café noir pendant qu'elle lisait silencieusement toute la requête. Carmen avait un visage anguleux et vif, et des yeux qui ne manquaient absolument rien. Quand elle a enfin terminé, elle a jeté le dossier sur son bureau impeccable et a laissé échapper une longue et lente expiration. Responsabilité filiale, a dit Carmen en secouant la tête. Je n'ai pas vu un de ces dossiers déposés depuis près de 6 ans. C'est une loi incroyablement dépassée. Elle a été conçue à l'origine pour éviter que les personnes âgées ne dépendent de l'aide sociale de l'État en forçant leurs enfants riches à payer pour leur maison de retraite. Elle n'est presque jamais utilisée juste pour financer le style de vie de banlieue d'un couple. Peuvent-ils gagner ? Ai-je demandé en gardant une voix égale. Théoriquement, oui. S'ils peuvent prouver définitivement à un juge qu'ils sont totalement démunis et que tu as d'amples revenus disponibles, le tribunal pourrait ordonner un soutien, a expliqué Carmen en s'appuyant sur le dossier de sa chaise en cuir. Mais les juges détestent ces cas. Ils voient généralement clair dans la manipulation. Le problème, c'est le processus. Tes parents comptent sur le fait que tu vas les payer juste pour éviter les frais de justice et l'embarras public d'un procès. Je ne leur paierai pas un seul centime,
ai-je dit en me penchant en avant. Pas même un règlement à l'amiable. Bien. Carmen a souri, un regard vif et prédateur, parce que je pense qu'ils viennent de nous tendre la corde pour les pendre. Regarde la pièce à conviction B dans leur dossier. Elle m'a fait glisser le paquet, pointant vers les dernières pages. C'étaient des captures d'écran imprimées de messages textuels. Les messages étaient censés avoir été échangés entre moi et Cynthia. Dans les textes, je m'excusais abondamment d'être distante et je promettais explicitement de leur envoyer $3000 par mois pour les aider avec leur hypothèque une fois ma promotion obtenue. J'ai regardé les pages avec une incrédulité totale. Carmen, je n'ai jamais écrit cela. Je n'ai pas envoyé de message à ma mère depuis plus de 4 mois. Je sais, a dit Carmen. Regarde attentivement le numéro de téléphone en haut de l'écran. J'ai plissé les yeux pour lire le texte gris en haut de la capture d'écran imprimée. Cela ressemblait à mon numéro de téléphone portable, mais le tout dernier chiffre était un 7 au lieu d'un 6. Ils ont acheté un téléphone jetable, ai-je chuchoté, la réalisation me frappant comme un coup physique. Ils ont téléchargé une application d'usurpation d'identité, ont créé un faux contact avec mon nom, et se sont envoyés des messages pour fabriquer un consentement écrit. Exactement. Carmen a hoché la tête. Ce qui transforme cela d'une poursuite civile frivole en la soumission de preuves fabriquées et la commission d'un parjure. Je vais assigner les relevés officiels de ton opérateur de téléphonie mobile aujourd'hui pour prouver que tu n'as jamais envoyé ces messages. Mais nous avons besoin de plus. Si nous voulons détruire complètement leur prétention d'être démunis, nous devons prouver qu'ils ont de l'argent. Peux-tu enquêter là-dessus? J'ai senti un authentique sourire froid s'étirer sur mon visage. Trouver de l'argent caché, c'est littéralement ce que je fais dans la vie. Ce week-end-là, mon appartement calme et ordonné s'est transformé en une salle de guerre d'entreprise. J'ai poussé ma table à manger au centre du salon et je l'ai recouverte de mon ordinateur portable, de 2 moniteurs externes, de surligneurs et d'un bloc-notes massif. J'ai préparé une pleine cafetière de café noir torréfié, et je me suis mis au travail. Si Cynthia et Douglas prétendaient être dans une pauvreté totale, ils devaient finir par soumettre leur relevé bancaire au tribunal. Mais je connaissais mes parents. Ils étaient sournois. S'ils avaient de l'argent, ils ne seraient pas placés sur un compte courant standard sous leur propre nom. J'ai commencé par les sites web publics d'évaluation fiscale du comté. J'ai cherché l'adresse de leur domicile. L'hypothèque avait été refinancée 3 fois au cours des 10 dernières années, probablement pour financer les habitudes d'achat de Cynthia, mais la maison était toujours à leur nom. J'ai ensuite commencé à faire passer des variantes du nom de Douglas dans le registre de l'État. Rien d'évident n'est apparu. Je me suis assise et j'ai réfléchi à la façon dont mon père opérait. Il pensait être plus intelligent que tout le monde, mais il était intrinsèquement paresseux. Il n'utiliserait pas une fiducie étrangère compliquée. Il utiliserait quelque chose de familier. J'ai tapé le nom de jeune fille de sa mère combiné avec la rue où il vivait dans la barre de recherche du registre des entreprises. Parfait. Une entité appelée Miller & Holdings est apparue. L'agent enregistré était un avocat bon marché de centre commercial, mais l'adresse postale pour les documents fiscaux de la société était une boîte postale dans le code postal de mes parents. J'ai pris le nom de la société et je l'ai relancé dans les registres immobiliers du comté. Le moteur de recherche a tourné pendant quelques secondes avant de générer 2 résultats distincts. Miller & Holdings possédait 2 propriétés résidentielles de l'autre côté du comté. J'ai cliqué sur les actes de propriété. Elles avaient été achetées au comptant il y a 7 ans, au moment même où mon père avait reçu un modeste héritage de son oncle. Je ne me suis pas arrêté là. Je suis allé sur des sites web populaires de location immobilière et j'ai cherché les adresses de ces 2 propriétés. Les 2 étaient actuellement répertoriées comme des locations pluriannuelles occupées. J'ai trouvé les données d'inscription historique. Ils facturaient $1500 par mois pour chaque maison. Mes parents, le couple de personnes âgées soi-disant démunies et affamées qui poursuivaient leur fille pour obtenir de l'argent pour leur survie de base, percevaient secrètement $3000 par mois de revenus locatifs non déclarés. J'ai imprimé chaque acte de propriété, chaque évaluation fiscale et chaque annonce de location. Je les ai organisés dans un classeur à onglet impeccable. J'ai surligné les dates, les noms et les estimations de flux de trésorerie. J'ai créé une feuille de calcul magnifique et irréfutable qui dressait la carte de leur véritable valeur nette. Quand j'ai enfin fermé mon ordinateur portable à 2 heures du matin le dimanche, j'ai ressenti un profond sentiment de satisfaction.
Ils avaient essayé de jouer une partie d'échecs financiers, oubliant complètement que j'étais celle qui étudiait l'échiquier pour gagner ma vie. Une semaine avant l'audience préliminaire prévue, j'étais assise à mon bureau en train de revoir le portefeuille d'un client lorsqu'un nouvel email est apparu dans ma boîte de réception personnelle. Il provenait d'un service de messagerie cryptée générique avec une chaîne de nombres aléatoires comme adresse d'expéditeur. La ligne d'objet indiquait simplement une porte de sortie. Je l'ai ouvert. Le message était bref, mais le ton arrogant et moralisateur était indéniablement celui de mon père. On pouvait y lire. Morgan, la date du tribunal approche. Nous savons que tu ne veux pas que ton cabinet chic du centre-ville voie ton nom dans les archives juridiques publiques pour négligence envers les personnes âgées. Cela ruinerait ta carrière. Si tu vires le montant total de ta prime de promotion sur le numéro de compte ci-dessous d'ici vendredi, nous contacterons le juge et abandonnerons entièrement la requête. Considère cela comme une dernière chance de faire ce qu'il faut et de t'épargner l'embarras. Nous ne proposerons pas cela une seconde fois. J'ai regardé l'écran, laissant l'audace pure du message m'envahir. Il n'essayait même plus de cacher l'extorsion. Il croyait sincèrement qu'il m'avait acculé. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas ressenti de pic de panique. J'ai simplement cliqué sur le bouton de transfert, j'ai envoyé l'email directement à Carmen avec une note, ajoute ceci au classeur, et je suis retourné à mes feuilles de calcul. Ce soir-là, j'avais besoin de sortir de la ville. J'ai conduit pendant 45 minutes jusqu'à Greensburg pour voir ma grand-mère Béatrice. Le trajet était paisible, l'autoroute serpentant à travers les collines tranquilles de la banlieue alors que le soleil commençait à se coucher. Quand je me suis garé dans son allée, la lumière du porche était déjà allumée. Sa maison sentait le thé à la cannelle et le vieux papier. C'était un contraste saisissant avec l'environnement stérile et tendu de la maison de mes parents. Nous nous sommes assises à sa petite table de cuisine ronde, et je lui ai servi une tasse de thé. Je lui ai tout raconté. Je lui ai parlé des faux messages textuels, des propriétés locatives cachées et de l'email d'extorsion. Béatrice a écouté calmement, ses mains patinées par le temps chaudement enroulées autour de sa tasse en céramique. Elle n'avait pas l'air choquée. Elle avait juste l'air incroyablement fatiguée. J'ai toujours su que Douglas prenait des raccourcis, a-t-elle dit doucement, regardant dans son thé. Mais je n'aurais jamais pensé qu'il essaierait de détruire sa propre fille pour financer son style de vie. Ta mère a vraiment empoisonné le peu de conscience qui lui restait. L'audience a lieu jeudi, lui ai-je dit d'une voix stable. Carmen va les mettre en pièces à la barre. Cela va être public et cela va être laid. Je voulais juste que tu sois au courant avant que cela n'arrive. Béatrice a tendu la main de l'autre côté de la table et a placé sa main sur la mienne. Sa poigne était étonnamment forte. Morgan, je ne vais pas seulement être au courant. Je vais y être. J'ai déjà appelé ton avocate ce matin. Je vais témoigner. J'ai senti une boule se former dans ma gorge. Grand-mère, tu n'es pas obligée de faire cela. Ce sera épuisant pour toi et ils retourneront leur colère contre toi. Laisse-les faire, a dit Béatrice, les yeux brillants d'une lueur soudaine et féroce. Je suis restée silencieuse pendant trop longtemps pour maintenir la paix. Mais une paix construite sur des mensonges n'est qu'une guerre retardée. Il est temps que le tribunal entende exactement qui est mon fils. Le jeudi matin est arrivé avec un ciel froid, gris et couvert. Le palais de justice du comté de Dauphin était un bâtiment historique imposant fait de lourdes pierres, sentant légèrement la cire au citron et la sueur nerveuse. J'ai franchi les détecteurs de métaux avec Carmen à mes côtés. Je portais mon tailleur gris anthracite le plus élégant et le mieux ajusté. J'avais exactement l'air de ce que j'étais, une analyste d'entreprise prête pour une réunion du conseil d'administration. Nous sommes entrés dans la salle d'audience assignée. C'était une grande pièce avec de hauts plafonds, de lourds bancs en acajou et un terrible éclairage fluorescent. Quelques journalistes locaux étaient en fait assis dans la rangée du fond. Quelqu'un les avait informés d'un procès familial dramatique impliquant une cadre financière du centre-ville, et c'était une journée calme pour les nouvelles. Mes parents étaient déjà assis à la table des demandeurs. Ils avaient clairement coordonné leur tenue pour avoir l'air aussi pathétique que possible. Cynthia portait un cardigan délavé et trop grand qui la faisait paraître frêle, et elle avait complètement fait l'impasse sur son maquillage lourd habituel pour paraître pâle et fatigué. Douglas portait un costume qui était au moins de taille trop grand, donnant l'impression d'un homme qui avait perdu du poids à cause du stress et de la pauvreté. C'était une leçon magistrale de manipulation visuelle. L'huissier a appelé la salle à l'ordre, et le juge est entré.
C'était un homme plus âgé avec des lunettes à monture métallique et un visage profondément ridé qui suggérait qu'il n'avait aucune tolérance pour les absurdités. Il a examiné le dossier devant lui, a soupiré lourdement et a ordonné aux demandeurs de commencer leur présentation. L'avocat principal de mes parents, un homme à l'air nerveux qui n'avait clairement pas fait ses devoirs, a appelé Cynthia à la barre. Cynthia a grippé la balustrade en bois de la barre des témoins. Elle a commencé à parler, sa voix vacillant parfaitement. Elle a raconté au juge l'histoire déchirante d'une mère qui avait tout sacrifié. Elle a affirmé qu'il se noyait dans les dettes médicales. Elle a pleuré, produisant réellement de vraies larmes alors qu'elle décrivait comment je les avais cruellement jetés hors de mon appartement lorsqu'ils avaient mendié quelques dollars pour garder leur chauffage allumé pour l'hiver. Nous voulons juste survivre, votre honneur, a pleuré Cynthia, en se tamponnant les yeux avec un mouchoir froissé. Nous lui avons donné une belle vie, et maintenant qu'elle gagne des centaines de milliers de dollars, elle ne veut même pas nous aider à faire les courses. Un faible murmure de sympathie a parcouru les quelques spectateurs dans la galerie. Même le juge m'a regardé avec un léger froncement de sourcils, son stylo s'arrêtant au-dessus de son bloc-notes. Cynthia livrait la performance de sa vie, et pendant une seconde terrifiante, j'ai cru que le tribunal pourrait réellement y croire. Ensuite, Douglas a pris la barre pour corroborer son histoire. Il a parlé solennellement de leur écrasante dette de carte de crédit et de leur incapacité à payer les réparations de base de leur maison. Il a témoigné sous serment que leur seule source de revenus était une maigre pension et la sécurité sociale, ce qui couvrait à peine leurs impôts fonciers. Carmen s'est penché vers moi à notre table. Il vient de s'enfermer lui-même, a-t-elle chuchoté, une lueur prédatrice dans l'œil. C'est notre tour. Le juge a fait un signe de tête vers notre table. Contre-interrogatoire, maître. Carmen s'est levée en boutonnant la veste de son tailleur. Elle n'a pas marché d'un pas militaire vers le centre de la pièce. Elle a marché lentement, délibérément, portant l'épée classeur que j'avais préparée. Elle s'est arrêtée à quelques mètres de la barre des témoins, regardant Douglas avec une expression polie, presque agréable. Monsieur Hastings, a commencé Carmen, sa voix résonnant clairement dans la salle d'audience silencieuse. Vous venez de témoigner sous serment que vos seules sources de revenus sont une pension et la sécurité sociale. Est-ce exact? Douglas a légèrement bougé sur sa chaise. Oui, c'est exact. Et vous affirmez que vous êtes totalement démuni, confronté à des coupures de services publics et incapable de payer vos courses. Oui, cela a été très difficile, a dit Douglas, en affichant un visage courageux et triste. Carmen a ouvert le classeur. Monsieur Hastings, connaissez-vous une entité nommée Miller & Moldings? J'ai observé le visage de mon père. Le masque triste et courageux s'est instantanément fissuré. Ses yeux ont dardé vers son propre avocat, qui avait l'air complètement confus, puis vers Cynthia, qui avait soudainement cessé de pleurer. La couleur s'est rapidement drainée des joues de Douglas. Je pourrais avoir entendu ce nom, a balbutié Douglas. Laissez-moi rafraîchir votre mémoire, a dit Carmen sèchement. Elle a tiré un document du classeur et l'a tendu à l'huissier, qui l'a passé au juge puis a fourni une copie à mon père. Votre honneur, ceci est un document certifié du registre de l'État. Il liste Douglas Hastings comme le seul membre directeur de Miller & Moldings. Monsieur Hastings, est-ce votre signature sur les documents de constitution? Douglas a fixé le papier comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux. Oui. Maintenant, a poursuivi Carmen, ne lui laissant pas une seconde pour respirer, sortant une autre pile de papier. J'ai ici 2 actes de propriété et des historiques d'annonces de location pour 2 maisons résidentielles dans la partie et du comté. Les 2 appartiennent à Miller & Moldings. Les 2 sont actuellement occupés par des locataires payant 1500 $ par mois. Monsieur Hastings, percevez-vous actuellement 3000 $ par mois de revenus locatifs en espèces non déclarés tout en poursuivant votre fille pour l'argent des courses sous le prétexte d'une pauvreté totale? La salle d'audience était d'un silence de mort. Le journaliste de la rangée du fond s'est penché en avant, prenant furieusement des notes. Cet argent va à l'entretien, a marmonné Douglas, de la sueur se formant sur son front. C'est un investissement. C'est un revenu, monsieur Hastings. Un revenu que vous avez explicitement nié avoir sous serment il y a moins de 5 minutes, a riposté Carmen. Elle s'est tournée vers le juge. Votre honneur, les demandeurs ont complètement falsifié leur situation financière pour extorquer ma cliente. Le juge ne me regardait plus avec un froncement de sourcils. Il fusillait mon père du regard. Monsieur Hastings, a dit le juge, sa voix dangereusement basse.
Avez-vous menti à ce tribunal au sujet de vos actifs? Non, votre honneur, je ne pensais simplement pas qu'une société comptait comme un revenu personnel, a menti Douglas, la voix tremblante. Carmen n'en avait pas fini. Votre honneur, concernant les messages textuels que les demandeurs ont soumis dans la pièce à conviction B, alléguant que ma cliente leur avait promis un soutien mensuel, nous avons assigné les dossiers officiels de l'opérateur de téléphonie mobile de ma cliente. Le numéro de téléphone sur ces captures d'écran n'appartient pas et n'a jamais appartenu à ma cliente. Nous avons des preuves numériques que ces messages ont été générés à l'aide d'une application de téléphone jetable achetée avec la carte de crédit de Madame Hastings. Cynthia a laissé échapper un halètement aigu depuis la table des demandeurs, couvrant sa bouche avec sa main. L'illusion était complètement brisée. Les parents en deuil, pauvres et âgés, étaient soudainement exposés comme des fraudeurs calculateurs. Le juge a claqué sa main à plat sur son bureau, pointant du doigt l'avocat de mes parents. Maître, vous feriez mieux de reprendre le contrôle de vos clients immédiatement ou je vais retenir tout le monde à cette table pour outrage au tribunal. L'avocat de la partie adverse était pâle, chuchotant furieusement à Cynthia et Douglas, qui se disputaient maintenant farouchement à voix basse. Nous avons un témoin, votre honneur, a annoncé Carmen, brisant la tension. Nous appelons Béatrice Hastings. Les lourdes portes en bois au fond de la salle d'audience se sont ouvertes. Ma grand-mère est entrée, s'appuyant lourdement sur sa canne en bois. Le seul son dans la pièce était le tapotement rythmique du bois contre le sol en marbre alors qu'elle avançait lentement dans l'allée. Douglas avait l'air de vouloir ramper sous la table. Cynthia fixait le sol, refusant de lever les yeux. Béatrice a pris la barre et a posé sa main sur le livre de serment. Lorsqu'elle s'est assise et a ajusté le microphone, elle n'a pas regardé le juge. Elle a regardé directement son fils. Madame Hastings, a demandé Carmen doucement, pouvez-vous parler au tribunal de l'historique financier de votre fils et de votre belle-fille concernant leur fille? Béatrice a pris une profonde inspiration. Sa voix était frêle, mais la certitude absolue derrière elle résonnait sur les murs. Mon fils et sa femme n'ont jamais sacrifié un seul jour de leur vie pour cette fille. Ils l'ont traitée comme un compte bancaire depuis qu'elle est adolescente. Ils ont volé son salaire pour acheter des produits de luxe. Ils partaient en vacances pendant qu'elle travaillait de nuit pour rembourser les cartes de crédit qu'ils avaient ouvertes à son nom. Ils ne sont pas pauvres. Ils sont juste paresseux et ils sont terriblement, terriblement avides. Douglas a enfoui son visage dans ses mains. Morgane leur doit-elle un soutien financier, a demandé Carmen. Elle ne vous doit rien d'autre que la vie que vous lui avez donnée, a dit Béatrice, sa voix s'élevant, se projetant à travers la pièce, et elle l'a déjà payée en larmes, en salaires volés et en chantages affectifs sans fin. C'est une honte que vous l'ayez traînée dans cette pièce. Vous devriez être à genoux en train de la supplier de vous pardonner, pas d'exiger son argent durement gagné. Béatrice a fini de parler, et un silence lourd et profond a plané dans l'air. La vérité avait enfin été prononcée à voix haute pour le dossier par la matriarche de la famille. Le juge a regardé Béatrice avec un profond respect, puis a tourné son regard furieux vers mes parents. Merci, Madame Hastings. Vous pouvez vous retirer, a dit le juge doucement. Carmen s'est avancée pour le coup de grâce. Votre honneur, nous avons une dernière pièce à conviction à soumettre. Les demandeurs revendiquent une attente de soutien à vie. Cependant, nous avons un document juridiquement contraignant qui prouve le contraire. Carmen a mis la main dans sa mallette et en a sorti l'épaisse enveloppe en papier craft brun. La même enveloppe exacte avec un seau de cire rouge que j'avais laissé tomber sur l'îlot de ma cuisine des semaines auparavant. Elle l'a tendu à l'huissier qui a brisé le seau et a remis le document au juge. Ce que vous regardez, votre honneur, est une rupture de responsabilité financière notariée, a expliqué Carmen. Il y a 13 ans, lorsque ma cliente avait 22 ans et commençait tout juste sa carrière, elle a dû contracter un petit prêt personnel pour couvrir les frais de déménagement pour son premier emploi. Ses parents étaient terrifiés à l'idée que si elle ne payait pas, la banque pourrait s'en prendre à leurs actifs, alors ils ont engagé un avocat pour rédiger ce document. Ils ont forcé ma cliente à le signer. Le juge a ajusté ses lunettes, lisant le texte rapidement. Ce document rompt explicitement tous les liens financiers entre les parties, a poursuivi Carmen, sa voix résonnant de triomphe. Il stipule que les parents n'assument absolument aucune responsabilité pour les dettes de la fille. Mais ce qui est crucial, votre honneur, c'est que l'avocat qu'ils ont engagé a utilisé un modèle standard. La clause est mutuelle. Elle stipule explicitement qu'aucune des parties ne pourra jamais réclamer une dépendance financière envers l'autre à perpétuité.
J'ai observé le visage de mes parents. Ils avaient complètement oublié l'existence de ce document. Il y a plus d'une décennie, par pur égoïsme et par peur d'un minuscule prêt personnel, ils avaient légalement renoncé à leur droit d'exiger un seul centime de ma part. Ils avaient construit leur propre piège, avaient marché à l'intérieur et m'avaient remis la clé. L'ironie était assez épaisse pour être coupée au couteau. Ils ont exigé la prime de promotion de ma cliente dans sa propre cuisine, a conclu Carmen. Quand elle a refusé et leur a montré cette enveloppe, ils ont fabriqué un procès par pure vengeance. Cette requête n'est pas seulement infondée. C'est un abus frauduleux du système judiciaire. Le juge a posé le papier. Il a regardé mes parents, son expression étant un masque de dégoût absolu. Ce tribunal a vu beaucoup de choses, a commencé le juge, sa voix résonnant bruyamment dans la pièce silencieuse. Mais le niveau de tromperie, de manipulation et le sentiment pur de tout s'arroger affiché par les demandeurs aujourd'hui sont stupéfiants. Vous avez menti sous serment au sujet de vos revenus. Vous avez fabriqué des preuves numériques pour piéger votre propre fille, et vous avez tenté d'utiliser un tribunal pour extorquer une jeune femme qui a clairement travaillé très dur pour se construire une vie indépendante. Cynthia a recommencé à sangloter. Mais cette fois ce n'était pas une performance. C'étaient les pleurs désespérés d'une personne qui avait enfin heurté un mur qu'elle ne pouvait pas contourner par la manipulation. Cette requête est rejetée avec préjudice, a déclaré le juge, frappant son marteau une fois, ce qui signifie que vous ne pourrez jamais déposer cette réclamation à nouveau. De plus, je déclare Douglas et Cynthia Hastings coupables d'outrage au tribunal pour parjure et soumission de fausses preuves. Je vous sanctionne. Vous êtes condamné à payer l'intégralité des frais de justice de la défenderesse, plus une amende supplémentaire de $10 000 au tribunal pour gaspillage des ressources judiciaires. Si vous ne payez pas dans les 30 jours, une saisie sera placée sur vos propriétés locatives cachées. La séance est levée. Le marteau a frappé une seconde fois, un craquement fort et définitif qui sonnait comme la liberté. Je me suis levé. Mes jambes semblaient légèrement faibles, mais ma colonne vertébrale était droite. Je n'ai pas regardé en arrière vers la table des demandeurs. J'ai serré Carmen dans mes bras, j'ai remercié ma grand-mère et j'ai franchi les lourdes portes en bois pour sortir dans l'air vif et lumineux de l'après-midi. Les retombées ont été spectaculaires et immédiates. Les journalistes locaux de la rangée du fond ont publié un article dès le lendemain matin dans le journal du comté. Le titre disait « Des parents condamnés à une amende pour tentative d'extorsion frauduleuse contre leur fille cadre d'entreprise ». La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans leur ville de banlieue. Le même groupe communautaire Facebook qui m'avait vilipendé un mois plus tôt s'est soudainement retourné contre Cynthia. Les gens ont fouillé dans les archives du tribunal. Les singes volants qui m'avaient envoyé des messages haineux sont soudainement devenus silencieux, trop embarrassés pour s'excuser. Ma tante a en fait essayé de m'appeler, probablement pour faire marche arrière, mais elle était toujours bloquée. Mes parents sont passés du statut de victime tragique abandonnée à celui de paria de la ville du jour au lendemain. Leurs voisins ont cessé de leur faire signe. Ils n'ont plus été invités à leur partie de cartes hebdomadaires du quartier. Et comme ils devaient payer le tarif horaire exorbitant de Carmen plus l'amende de $10 000 du tribunal, ils ont été forcés de liquider à la hâte et de vendre l'une de leurs propriétés locatives secrètes à perte massive. L'empire financier qu'ils pensaient construire sur mon dos s'était effondré de leurs propres mains. 6 mois plus tard, le monde avait tourné la page. L'hiver brutal avait dégelé pour laisser place à un printemps doux et clément à Pittsburgh. Fin mai, ma grand-mère Béatrice est décédée paisiblement dans son sommeil. J'ai conduit jusqu'à Greensburg pour organiser les funérailles. Ce fut un service restreint et silencieux. Cynthia et Douglas n'y ont pas assisté. Je ne sais pas si c'était par honte, par colère, ou simplement parce qu'ils savaient qu'ils n'étaient pas les bienvenus. Cela n'avait pas d'importance. Lors de la lecture du testament, Béatrice m'avait légué sa petite maison et toutes ses modestes économies dans leur intégralité. Elle avait officiellement déshérité mon père des années auparavant. L'agent immobilier m'a dit que la propriété se vendrait rapidement sur le marché actuel. Je n'ai pas gardé l'argent. J'ai vendu la maison et j'ai fait don de chaque dollar des bénéfices à une fondation locale de Pennsylvanie qui fournit une aide juridique aux victimes de violences financières et de manipulations domestiques. Signer ce chèque de don énorme a été comme un hommage ultime à la force de Béatrice. Elle avait enfin acheté ma paix et je la transmettais à mon tour. Quelques semaines après le règlement de la succession, j'étais de retour dans mon appartement, assise près de la fenêtre ouverte, écoutant mes disques de jazz.
J'ai vérifié le courrier ce matin-là et j'ai trouvé une enveloppe blanche standard. L'écriture était irrégulière et familière. Elle venait de Cynthia. J'ai tenu la lettre dans ma main pendant un long moment. 1 an plus tôt, une lettre d'elle aurait fait grimper mon rythme cardiaque en flèche. Je me serais torturé pour savoir si je devais l'ouvrir, terrifié par le sentiment de culpabilité qui se trouvait à l'intérieur. Mais maintenant, je ne ressentais absolument rien. Pas de colère, pas de peur, pas de curiosité. Juste une indifférence profonde et tranquille. Je ne l'ai pas ouverte. Je me suis dirigé vers le destructeur de documents que je gardais dans mon bureau à domicile. J'ai inséré l'enveloppe non ouverte dans la machine. Les lames ont vrombi, transformant les excuses, les exigences ou les fausses apologies qu'elle avait écrites en minuscules bandes de confettis illisibles. J'ai vidé le bac dans la poubelle. La liberté ne vient pas toujours avec une confrontation dramatique ou des excuses larmoyantes. Les personnes narcissiques ne vous donneront jamais la conclusion que vous méritez car admettre qu'ils avaient tort détruit l'illusion même pour laquelle ils vivent. La véritable liberté survient au moment où vous réalisez que vous n'avez plus besoin de leurs excuses pour être entier. Elle survient lorsque vous construisez une frontière si haute et si forte que leur bruit ne devient qu'un parasite de fond, s'évanouissant dans le néant. J'avais combattu pour ma paix et je n'allais plus jamais y renoncer. Ai-je tort de détruire la lettre de ma mère sans même la lire, fermant définitivement la porte à mes propres parents? Ou est-ce que s'éloigner dans un silence absolu est la seule façon de vraiment survivre aux personnes qui considèrent l'amour comme une transaction? Faites-moi part de vos pensées dans les commentaires. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si cette histoire a résonné en vous, appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de courage pour fixer ses propres limites. Jusqu'à la prochaine fois, restez forts.